Salut les potes, avant de commencer, je dois préciser que les dates des attentes dans la boîte de chocolat étaient celles d'avant confinement. Cet épisode a été enregistré avant les annonces du gouvernement et j'espère pouvoir vous fournir du contenu malgré cette mauvaise nouvelle. J'envoie tout mon soutien aux libraires, au cinéma, aux salles de spectacle, à la culture française qui en prend un sacré coup, et à tous les commerçants pour qui cette période va être encore une fois compliquée. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont touchées, de près ou de loin par cette maladie, les médecins, les malades et leurs proches. Sur ce, mes petits geeks et mes petites geekettes, j'espère que ces quelques minutes avec moi vous feront penser à autre chose, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, salut à toutes, salut les geeks, salut les geekettes, j'espère que vous allez tous bien et vous avez lu et vu des trucs cool ces derniers jours. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver ici, on va commencer ce 6e épisode tout de suite. Pour les petits nouveaux, je suis Giggs, les comics, les mangas et le cinéma sont des choses que je consomme en masse, alors je partage avec vous mes lectures et visionnages et mes attentes sur les prochaines sorties. Il y a donc 3 parties dans cette émission, le Tu sors ou je te sors. Cette semaine on parlera de All New X-Men tome 1, de Jizo et de Peninsula. Ensuite, dans la boîte de chocolat, je vais vous présenter les quelques sorties que j'attends, toujours en comics, manga et ciné, puis on finit par la reco avec la dernière rubrique, le partage. Au cas où vous l'auriez raté, un épisode spécial Halloween est sorti en même temps que cet épisode, donc vous pouvez aller voir ça, le lien est dans la description. J'y cause de trucs qui foutent la frousse, normal pour cette période d'Halloween, et c'est d'ailleurs pour ça que cet épisode sort un peu plus tôt que prévu. Encore merci pour votre soutien mes petits geeks et mes petites geekettes, ça fait bien plaisir. Bon, on va commencer, et c'est donc maintenant l'heure du Tu sors ou je te sors. Tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. Alors dans le Tu sors ou je te sors, depuis le début de ce podcast, j'ai encore jamais parlé dans cette rubrique d'un comics Marvel. Non pas que j'en ai pas lu, bien au contraire, mais l'envie de le partager était peut-être pas des plus fortes. Alors ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de lire quelque chose que j'avais raté en 2013. Je parle de All New X-Men de Brian Michael Bendis. Oui, la star, celui derrière Age of Ultron, Dark Reign, ou plus récemment chez DC, Batman Léviathan. Je peux pas m'empêcher de parler de House of M, encore une fois, qu'il a écrit et qui a été mis en image par mon chouchou, et si vous êtes infidèle, vous savez que je veux parler de Olivier Coipel. Bien évidemment, et je le répète, je l'aime très fort. Mais là, on s'éloigne un peu de notre sujet. Alors là, c'est une édition de luxe que nous sort Panini Comics. C'est un recueil qui regroupe les 10 premiers chapitres, en gros. Avant que je m'égare, je disais que All New X-Men avait été écrit par Bendis, dessiné par Stuart Immonen, qui est pas nouveau non plus, On lui doit la mise en image de The Incredible Hulk, par exemple, et par David Marquez, qui lui est un peu plus récent dans l'univers des comics. Son travail est peut-être moins connu, mais ça n'enlève rien à son talent. Alors je vais pas faire la liste des autres artistes, encreurs, coloristes et tout ça qui travaillent sur cette série, ce serait beaucoup trop long. Cet album, il est sorti le 23 septembre 2020. Alors c'est vrai, c'est peut-être mieux si vous avez lu Avengers vs X-Men pour vous attaquer à cette série. Après franchement, vous serez vraiment pas perdu si c'est pas le cas. Et pour situer le truc, je vais faire un très court résumé avec un gros spoil. Donc on se revoit dans 2 secondes si vous voulez pas l'entendre. Attention, spoil. Cyclope, c'est un gros connard, il a tué Xavier, il est pas beau. Voilà, les bases sont là, donc l'histoire qui nous intéresse. Cyclope, l'ancien leader des X-Men, qui est donc maintenant un méchant pas sympa, qui s'est allié à Magneto, veut rallier à sa cause des jeunes mutants qui commencent à émerger, à réémerger un peu partout. Cause qui consiste à penser que les humains, qui sont quand même pas des super sympas non plus, sont l'ennemi des mutants. Alors faut dire que beaucoup font preuve de racisme anti-mutos, entre guillemets, dans ces pages. Dans son équipe, on retrouve Magik et Emma Frost également. Pour contrecarrer ses plans et par désespoir, Hank McCoy, plus connu sous le pseudo du Fauve, vous savez, la grosse bestiole mi-singe, mi-félin, mi-génie d'Aladin, va ramener à la surprise générale les 5 premiers X-Men du passé à notre époque, au risque de faire des bêtises avec le continuum espace-temps. Équipe constituée donc de lui-même, d'Angel, d'Iceberg, de Jean Grey et de Cyclope, qui n'est pas encore perverti par la Force Phoenix, et je vais pas m'attarder là-dessus, sinon on en a pour 5 ans. Sachez juste que c'est une force cosmique qui est à l'origine de la mort de Jean Grey, donc pas la jeune de cette histoire, et que Cyclope a été exposé à cette entité mystique, et il y a eu de graves conséquences, comme le spoil dévoilé plus tôt. Donc nos 5 jeunes sont là, dans le but de faire prendre conscience à Cyclope, qui était si dévoué, carré, et qui était clairement l'espoir du professeur X, que son avenir n'est pas des plus beaux, et qu'il va foutre un sacré bordel. Je vous ai perdu là ?
Mais non, vous êtes balèzes, vous avez tout suivi, je le sais. En tout cas, c'est très cool de voir les X-Men originaux débarquer à notre époque, être en face d'eux-mêmes plus vieux, et ça donne un coup de frais dans une licence qui allait un peu dans tous les sens. Il y a quelques situations marrantes, comme la découverte des GPS et non plus des cartes routières. Et ce procédé de ramener nos jeunes héros, je trouve ça hyper bien mené et bien écrit. On revient dans une équipe moins fouillie, qui a une mission et doit la mener à bien. Alors ça peut faire peur et on aurait pu craindre que le récit parte dans tous les sens, mais on parle de Bendis là. Et écrire, il sait le faire, donc c'est même plus accessible que d'autres histoires qui à première vue semblaient moins rocambolesques. Une nouvelle histoire avec le passé en premier plan, c'est quand même du génie. Ça m'a fait un petit truc de revoir Jean Grey surtout, qui est pas encore à l'aise avec ses pouvoirs et qui doit apprendre à les maîtriser. Nos jeunes sont vraiment désorientés de voir ce qu'ils sont devenus, et nos vieux héros sont pas mieux face à leur espoir adolescent. Wolverine surprend aussi dans ces quelques pages, et son rival de toujours est maintenant là en double, donc ça lui plaît pas trop à Pépère. En plus de ça, le travail de Immonen est vraiment très cool, et celui de Marquez également. Ils ont réussi à être complémentaires, ces deux dessinateurs. En tout cas, l'un a réussi à ne pas dénaturer le travail de l'autre. Franchement, bravo. Très belle couleur aussi, vraiment graphiquement. C'est dynamique, c'est pop. Quand faut être sombre, ça l'est. Quand faut être un peu plus flashy, ça l'est aussi. Et le récit est donc sublimé. Franchement, j'ai été surpris et je me demande bien comment j'ai pu passer à côté à l'époque de cette histoire. Alors, comme c'est un récit qui est déjà paru, c'est difficile de pas se faire spoiler. Donc, je lis pas grand chose dessus. J'espère juste que les prochains tomes seront aussi bien que celui-là. En tout cas, ça commence hyper bien. Pour celui-là, ça va être un 4,5 sur 5, les petits potes. J'ai été pris par l'histoire et j'ai hâte de connaître la suite. Petit bonus à la fin du livre, une galerie de variant cover bien garnie, des études sur la création des persos ou encore des planches avant et après ancrage. C'est très sympa de voir ça et c'est trop rare. Chez Glénat, Jizo, un one-shot onirique franco-japonais, sorti le 21 octobre 2020, scénarisé par Antoine Doll, alias Mr. Tan, et mis en image par Mato, une illustratrice japonaise. Donc Jizo, c'est un manga qui raconte l'histoire d'Aki, un enfant qui se retrouve perdu dans un parc et qui sait pas comment retrouver sa mère ni pourquoi il est sur ce banc. Jizo, un autre enfant à l'allure un peu miteuse, va alors lui proposer son aide. Aki ne peut pas accepter puisqu'on lui a appris à ne pas faire confiance aux inconnus et décide de rentrer seul. Le problème, c'est qu'il a du mal à se souvenir du chemin pour rentrer et les personnes qu'il croise ne font pas attention à lui. Il va alors se résigner pour être guidé par Jizo, mais le jour couchant, ils décident qu'ils reprendront leur périple le lendemain et s'abritent dans un temple pour la nuit. Nuit agitée, puisque Aki, sorti car trop impatient, fera la rencontre d'une vieille dame aux airs démoniaques et sans l'intervention de Jizo, qui sait ce qui serait arrivé à notre héros. Jizo semble connaître plus de choses qu'il laisse paraître tout au long du récit, et on ne sait pas si on doit lui faire confiance ou non. Je vous laisse découvrir le reste de l'aventure si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je peux quand même vous dire qu'on se doute très vite qu'Aki a subi quelque chose d'assez grave. C'est une histoire très forte sur la famille et l'amour, qui peut être fort même après la perte d'un être cher. C'est très bien écrit, c'est juste dans chaque instant, c'est touchant, c'est beau, c'est parfois effrayant, parfois sombre, mais c'est pour revenir plus clair et plus joyeux après. Le mot qui convient, c'est poétique. Vraiment, ce manga est poétique. Bon, je vais être franc, ok ? Au cas où vous ne me visualiseriez pas. Ce qui me semble normal, vu qu'un podcast, c'est pas très visuel. Je suis un garçon d'1m80, environ 75 kg, crâne rasé, une barbe mal taillée, remplie de tatouages, avec des yeux assez sombres. Alors je dis pas que je fais peur non plus, mais je fais pas enfant de cœur, quoi. Maintenant que vous me visualisez un petit peu mieux, imaginez la scène. Ma copine est en train de prendre son bain. Je suis donc tout seul dans le salon, posé sur mon canapé, et je lis ce manga. Je le lis d'une traite, je suis bien dedans. J'aime bien les petits personnages qu'on suit et j'ai envie que tout s'arrange pour eux. J'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois au Japon, je connais un petit peu les traditions bouddhiques, les images de temples et les noms utilisés dans ce récit m'avaient mis la puce à l'oreille. Pourtant, ça a marché. Je savais depuis la première page ce que ça voulait dire, ce que ça racontait, mais arrivé à peu près au milieu, je me suis fait cueillir par une scène et je me suis mis à pleurer, les potes. Mais à vraiment pleurer. Alors heureusement, j'étais solo, j'aurais pas assumé sinon. Et jamais un manga ne m'avait eu comme ça. Même en sachant approximativement là où on allait, je me suis fait avoir. Comme Argo est sortie de la salle de bain, j'étais tout chamboulé. Je crois que même elle a été surprise de me trouver comme ça. Rien que d'y repenser, je sens que c'est pas loin de repartir. Ah non, je suis un bonhomme, bordel. Moi j'ai rien dit, oubliez tout ça, Je suis un bonhomme, wesh. Bref, le mélange du scénario, qui est déjà touchant, comme je l'ai dit, sensible et émouvant, est valorisé par les dessins de Mato, qui dessine des personnages mignons comme tout, avec des traits fins mais ronds, propres à l'image d'enfant quoi, ou à l'inverse,
Elle dessine une vieille dame qui reprend la mythologie japonaise pour en faire une figure assez effrayante, une ville qui semble immense, on s'y perd comme un labyrinthe, un jour qui est très clair et d'une nuit remplie d'étoiles qui brillent pour nous et pour les âmes perdues. Ils évoluent au milieu de tout ça, et le récit n'en est que plus immersif, on se surprend à contempler certaines pages. C'est vraiment un bel ouvrage, qui dans ses premières pages semble assez facile, trop facile, mais ne vous y fiez pas, c'est pas le propos, vous le comprendrez rapidement en le lisant. Pareil, sur un autre registre du coup, mais 4,5 sur 5 pour Gizo, je suis un bonhomme. Alors j'ai vu pas mal de films aussi ces derniers temps, et j'aurais aimé vous parler du très bon, bien que pas très surprenant, Drunk, mais j'ai décidé de parler de Peninsula. Pourquoi ? Parce que je l'ai attendu assez longtemps, et qu'autant de hype ça mérite un point sur ce film, puis j'imagine que si moi j'ai mis autant d'espoir dedans, je dois pas être le seul. Donc c'est sorti le 21 octobre 2020, c'est un film d'action épouvante horreur de Sang Ho-yeon, avec Dong Won-gang, Do Yoon Kim et Jung Yoon Lee. Je l'attendais dans l'épisode précédent, ce film, alors ça donne quoi finalement ce Peninsula ? C'est la suite très attendue du Dernier train pour Busan, et ça revient sur les terres coréennes infestées par les zombies. Jung Se-ok, un ex-militaire rescapé qui vit maintenant à Hong Kong, doit retourner avec une équipe de malfrats entraînés sur la péninsule pour récupérer un camion rempli de dollars. Et devinez quoi ? Ça va pas bien se passer. Ouh là là, étonnant. Une attaque de zombies qui se transforme en attaque de méchants non infectés, restés sur place lors de la chute du pays. Ces méchants se sont établis dans une espèce de caserne de fortune, et ils arrivent à survivre en faisant des missions à l'extérieur. Par chance, notre héros tombe sur une famille qui va lui sauver la vie grâce à une gamine pro de la conduite de bagnole alors qu'elle a 13 ans, et elle est aussi pro du désengage de morts-vivants en faisant des dérapages, alors que l'ami du héros, qui l'accompagne, va être arrêté par la milice de méchants non infectés. Et il va vivre un enfer lui. Comme ça pourrait paraître pas trop mal, même si ça vole pas très haut. On a des zombies, on a des bagnoles, une pseudo-armée de méchants, et une ville à l'abandon un peu glauque. Bon, je me lance. C'est quoi ces putains de bagnoles ? Elles sont à l'arrêt, ça va ? Dès qu'elles roulent, c'est pire que dans un jeu vidéo. Même les lumières des phares font fausse. J'ai jamais vu un truc aussi raté de ma vie. Les proportions des voitures, et c'est flagrant avec le camion, sont même pas les mêmes quand elles roulent. Genre demain, tu montes dans un espace, et quand tu roules, ça devient une Twingo. C'est l'effet que j'ai eu, franchement. Et c'est quoi cette manie de déraper pour tuer les zombies ? Ils font ça un nombre mais incalculable de fois. Ça fonctionne déjà pas la première, alors au bout de la 5e, la 6e, la 10e fois, ça marche encore moins quoi. C'est mal fait en plus Les zombies ils sont tellement pas oppressants, même dans Last of Us, ils sont plus beaux. Là, ils riment à rien. À aucun moment ils sont bien faits. Les plans sur les acteurs, ils sont pas mieux. Des gros plans horribles, des scènes kitsch mais comme jamais, des ralentis qui ont aucun sens. Le pire, je crois que c'est les zooms, mais vraiment ça sert à rien, j'arrête pas de le dire, mais ça sert à rien. Les énormes zooms, c'est une chose que j'aime déjà pas quand Zack Snyder le fait, mais au moins il maîtrise un petit peu mieux le truc que Sang Ho-yeon. Là c'est... Les méchants là, qui vivent certes une vie bien pourrie depuis 4 ans, ça ok, mais c'est pas en 4 ans que tous les survivants vont avoir des dents marron et être aussi crades quoi, ils vont être idiots, violents et dégueulasses. Par contre la gentille famille, eux ils sont bien propres, ils ont les dents nickel, ils ont pas de crasse sur le visage, ils sont tout propres. Non mais ça tient pas la route franchement, c'est plein d'incohérences, en fait c'est fait par des amateurs. C'est vraiment pas un bon film quoi. Quelle déception ce film, les personnages sont juste des caricatures, ils en font des caisses, ils ont voulu incorporer de l'humour mais ça marche pas non plus, c'est jamais surprenant, c'est filmé avec les pieds en plus, la seule scène qui aurait pu être cool de tout le film. Une baston dans une arène entre des rescapés jetés comme des gladiateurs à qui on n'a pas demandé s'ils voulaient combattre, et une meute de zombies affamés est tellement mal montée qu'on en a mal au crâne. Et je parle pas de la fin, cucu à souhait, ils en font des tonnes. Alors je suis désolé pour ceux qui l'ont aimé, je suis curieux d'avoir vos avis d'ailleurs. Perso, c'est le pire film que j'ai vu en 2020. C'est tellement raté, pire déception. Peut-être que j'en ai trop espéré, peut-être que je voulais voir Busan 2 et pas Peninsula. En tout cas, je suis désagréablement surpris par ce réalisateur qui avait fait un film de zombies avec Busan qui changeait, un film en finesse. Alors certes, avec peu de moyens, mais humain et sans en faire trop quoi. C'était un film avec une justesse incroyable, on avait de l'empathie pour les personnages. Là, rien du tout. Des effets spéciaux dignes d'un film en images de synthèse, des acteurs qui en font beaucoup trop, un scénar inexistant, Peninsula. Le pire, c'est qu'il a fallu 1 an de production, 250 personnes en charge des effets spéciaux et 2000 mètres carrés de décor. Alors c'est un film avec le label Cannes 2020 en plus. Non mais ils l'ont pas vu, c'est pas possible. Ils peuvent pas mettre ce label s'ils ont vu ce film. Bref, faut que je m'arrête parce que là je lance tellement de caca sur ce film alors que même ça il le mérite pas franchement. 0,5 sur 5 pour cette aberration. J'espère que ce réalisateur va viser un petit peu moins haut la prochaine fois, qu'il prendra le temps de faire quelque chose correctement.
Bon, après ce déferlement de merdasse, on va passer à un truc plus sympa les potes, la boîte de chocolat. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors dans la boîte de chocolat, en comics, alors je vais pas vous mentir, il y a assez peu de choses qui m'intéressent pour le mois de novembre. Alors il y avait Roku de Cullen Bunn, mais sa sortie c'est le 30 octobre et devinez quoi, le 30 octobre c'est le jour de la sortie de cet épisode. Donc bon, si allez, je vais quand même en parler parce que ça a l'air méga cool. Donc Roku, c'est un comic book, un one-shot de Cullen Bunn. On a déjà parlé de lui ici, puisque Bone Parish, c'est lui aussi. Ramon Bach est au dessin et Stéphane Petro aux couleurs. Il y a Dave Sharp au lettrage. C'est l'éditeur Valiant qui est derrière cette sortie aux US, et donc c'est Bliss Comics en France. Roku, qu'est-ce que c'est? Il existe chez Valiant une autre série qui se nomme Ninjak. Et le héros, c'est un espion de haut vol, surentraîné version ninja. Il combat les 7 ombres, et si vous parlez ne serait-ce qu'un tout petit peu le japonais, vous aurez compris qui est Roku. Alors pour les autres, Roku, en japonais, ça veut dire 6. Donc Roku n'est pas une héroïne, au contraire, et c'est bien pour ça que ça m'intéresse, puisque Cullen Bunn excelle pour conter des histoires de méchants. Il sait vraiment les mettre en scène, leur donner du relief et de la contenance. Pour que vous puissiez situer le personnage, Angelica Alcott, agent au MI6, est morte et elle laisse la place à Roku après avoir été transformée par la magie noire. Aujourd'hui, elle est devenue une assassin en cheveux bien aiguisés. Oui, cheveux bien aiguisés, vous avez bien entendu. Et elle n'hésite pas à s'en servir quand elle le veut. Alors dans cette histoire, elle va vouloir s'attaquer à quelqu'un de plutôt balèze qu'elle-même ne peut pas tuer. Comme le personnage, les dessins sont incisifs, dynamiques et elle est caractérisée par le rouge de sa tenue aux cheveux et par le sang forcément qu'elle fait couler, elle ressort des images et prend toute la place grâce à son charisme. La magnifique couverture le retranscrit super bien d'ailleurs, et je fais vraiment confiance au scénariste pour nous livrer un récit prenant et plein d'action. J'ai très hâte. Toujours en comics, chez Urban cette fois, et après Harley et les Sirènes de Gotham, sortira le 13 novembre Harley et Ivy. Au scénario, Jody Hauser, que j'avais découvert grâce aux 2 premiers tomes de Stranger Things en comics, et qu'on retrouvera sur le prochain en 2021 d'ailleurs. Au dessin, c'est Adriana Melo, donc un comic book 100% féminin. La couve est super belle, Harley de face, l'air supérieur, et Ivy de profil, dos à Harley. Les deux nous regardent, et Ivy tient la main d'Harley qui passe autour de son cou. Un fond rose pétant, fuchsia, qui donne le ton. C'est superbe. Si vous avez eu l'occasion de lire Heroes in Crisis, vous savez que, attention, méga spoil dans 1, 2, 3, Poison Ivy est morte et que Harley s'en sent coupable. Bon, Ivy ressuscite, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais elle revient pas aussi sympa qu'avant. Là, elle en veut à la terre entière et surtout aux humains qui, de 1, l'ont tué, les salauds, mais surtout tue la faune et la flore à petit feu. Sauf que notre Harley, qui elle a réussi à se faire émanciper de la Suicide Squad, ne voit pas les choses de la même façon. Puisque elle souhaite faire profil bas pour pas avoir affaire à Amanda Welders et retourner à Belle Rive. Elle va donc plutôt essayer de stopper son amie et de la raisonner, sauf qu'Ivy va mettre Harley dans une situation délicate en lui demandant de choisir de la suivre dans le monde végétal ou non. Un duo qu'on aime retrouver, et qui fonctionne super bien. Je préfère la Harley de 92 de Paul Dini, un peu plus harlequin quoi, mais j'aime aussi la voir sans le Joker. Et j'aime vraiment bien la tournure qu'elle a pris hors des Suicide Squad. C'est un perso qui a été très mal utilisé dans le film d'ailleurs, même si c'est clairement elle qui tient le film, ça reste vraiment pas foufou. C'est déjà mieux dans Birds of Prey, mais il y a tellement plus à exploiter avec elle. Mais bon, on est là pour le comics, et hélas, elle est devenue un peu la fauve folle à cause du film. On oublie trop souvent que c'est une tronche, bordel. C'est un médecin. Ivy, elle est super intéressante aussi, et je trouve que, contrairement à Harley, elle a rarement eu de mauvaises phases dans les bouquins. C'est un perso plutôt mystérieux et rare, mais qui fait toujours un bel effet quand elle apparaît. Finalement, leur duo sauve l'image d'Harley, je trouve. Enfin, j'ai l'impression. Enfin voilà, le 13 novembre, je vais être bien content de lire ce titre, et j'ai hâte de les retrouver. C'est un bon duo, très dynamique. En manga, bon j'ai déjà parlé de Spy X Family dans l'épisode précédent, donc oui, le 12 novembre je vais sauter sur le tome 2, toujours chez Kurokawa d'ailleurs, je vais le dévorer. Non là j'attends un autre titre, chez Kazé, un seinen bien Darkos. Oh vous savez que j'aime ça le Darkos. Le 4 novembre sort donc Shinotori, les ailes de la mort. Un manga de Dr. Im,
C'est son premier manga traduit en français, donc ça va être une totale découverte. On va donc se retrouver au Japon, où une étrange épidémie transforme les humains en bestioles pas vraiment coolos, ailés et qui ne nous veulent pas du bien. Kuro, un jeune tout droit sorti de prison et qui cherche à se racheter par rapport à la disparition de sa sœur, une affaire pas très cool qui semble lui avoir valu son statut de malotru, va prendre sous sa protection une petite fille du nom de Toki. Et Toki, évidemment, elle présente tous les symptômes de la mutation qu'entraîne la maladie. Elle a des pattes et des ailes d'oiseau. Elle a mystérieusement conservé sa conscience humaine, malgré sa transformation. Du coup, ils sont considérés tous les deux comme des monstres, et tout l'enjeu, c'est de savoir si leur duo leur permettra de trouver une certaine rédemption en veillant l'un sur l'autre. Le problème, c'est qu'ils font un peu tâche, et que pour survivre, alors qu'ils sont considérés comme des parias, c'est guère facile. Surtout que les survivants sont plutôt parano. On pense forcément aux oiseaux d'Hitchcock quand on entend tout ça, mais en plus trashouille. Ça va être une histoire horrifique qui a dû s'en inspirer, je pense. Enfin voilà, on va voir ça les potes, on va voir ce que ça donne. Au cinéma, le 4 novembre, La Nuée. C'est un film fantastico-horrifique français. C'est assez rare pour le notifier. C'est un film de Just Philippot, avec Suliane Brahim, qu'on a pu voir dernièrement dans Hors Normes, Sofiane Kames, désolé si je prononce mal, Marie Narbonne. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, et je me suis dit, enfin, un film français qui va prendre des risques, et se lancer dans un genre qu'il aime pas trop traiter, le fantastique. Ça commence par un son bien oppressant, et tout de suite, une nuée d'insectes, et du sang dans un tuyau. On voit dans cette bande-annonce une agricultrice, mère de famille, qui élève non pas du bétail, mais des sauterelles, et on comprend qu'elle a du mal à concilier ces deux vies, et que son travail est éreintant pour pas grand-chose. Pourtant, elle dit cette phrase qui résonne quand même assez fort dans la période qu'on vit. Bientôt, il n'y aura plus à bouffer, et vous êtes trop con pour vous en apercevoir. Bon, c'est pas faux. Elle pète un câble dans son exploitation, et balance ses récoltes, si je peux les appeler comme ça, et dans sa crise d'hystérie, elle tombe et se cogne violemment la tête. À son réveil, les sauterelles se nourrissent de son sang, aussi bien sur une flaque que directement sur son bras. Alors après, c'est un peu plus décousu dans la bande-annonce, c'est une suite de plans où on comprend que quelque chose a changé, aussi bien pour ces animaux que pour elle, et son entourage, il semble effrayé. Ça a l'air d'être bien filmé, la photo a pas l'air révolutionnaire non plus, mais les images en macro sur les insectes, les mains sur les bâches, le sang bien rouge dans ce qui ressemble à du sel, me laisse penser que ça va être très propre. Même les plans sur les acteurs sont bien, et ça on sait pas faire en France, me demandez pas pourquoi, mais je trouve qu'on a du mal à filmer nos interprètes en général. Reste à savoir si les acteurs vont faire le job. Ça a pas l'air déconnant non plus, dans le peu d'images qu'on a pour l'instant en tout cas. Faut que le scénar suive aussi, franchement, je suis confiant, même si je connais pas du tout ce jeune réalisateur, la bande-annonce fait bien le taf, et y a pas de raison que ce soit mauvais. On prolonge Halloween, avec ce film fantastique, horreur, drame français. J'espère vraiment qu'il va relancer ce genre dans nos contrées. On a fini avec la boîte de chocolat, on passe au partage, mais Lapinou ? On partage tout ensemble. L'espace, le fil dentaire, même les capotes. J'ai regardé une série de dingue, en tout cas les 5 premiers épisodes. Je suis obligé de vous la conseiller. Harley Quinn, la série d'animation de Toonami. C'est une série de Justin Halpern, Patrick Schumacher et Dean Lorry. C'est avec Kaley Cuoco, donc Penny dans The Big Bang Theory, qui double Harley, et c'est très très bien. Elle se prend pas au sérieux, elle peut faire un peu ce qu'elle veut, j'adore. Il y a aussi Lake Bell qui fait Ivy, et il y a une tonne d'autres personnages, mais on retrouve aussi dans le casting Christopher Meloni, qui est connu pour avoir joué dans New York Unité Spéciale ou dans Happy, et un petit jeune que j'aime bien, qui double Robin, qu'on a vu dans Dr. Sleep ou dans Ma vie avec John F. Donovan. Je parle de Jacob Tremblay, la meilleure bouille canadienne d'Hollywood. C'est complètement dingue. Harley largue le Joker, qui fait pas attention à elle et la rabaisse sans cesse, donc elle va vouloir se venger et monter sa propre équipe de super vilains. Elle squatte chez Poison Ivy, et déjà là, le duo est parfait. Ivy qui essaye de la raisonner, qui est hyper protectrice et lui donne des conseils que Harley écoute jamais, elle est aveuglée par son optimisme débordant. Il faut savoir qu'Ivy, elle vit avec Frank, sa plante qui parle et qui rote. Harley se reprend donc en main, elle s'émancipe en quelque sorte. Elle va vite s'entourer de quelques figures connues, comme d'autres beaucoup moins, telles que King Shark, Gueule d'Argile ou encore Dr. Psycho. Et quelle phase d'ailleurs de dingue avec Psycho et Wonder Woman, ça m'a tué. J'en dis pas plus, pour vous laisser le plaisir de découvrir, mais franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors on est loin des dessins animés qu'on a connus, déjà c'est fluo, c'est moins rigide dans l'animation,
et surtout c'est vulgaire de ouf. Ça se prend jamais au sérieux. Qu'est-ce que c'est cool de poser son cerveau de temps en temps et de rigoler en regardant un truc aussi what the fuck. Il y a des clins d'œil tout le temps aux différents traitements de l'univers Batman, à commencer par l'intro, où Harley est encore habillé en harlequin, avant de prendre le large et de se relooker de la façon actuelle, moins habillé. On pense donc fort à Paul Dini, qui avait créé le perso dans la série de 92. Dans les clins d'œil, on peut parler aussi du 5e épisode, qui clairement en met une sacrée couche à Suicide Squad. Rien que ça, c'est cool. Il y a tous les personnages, encore plus caricaturaux qu'à leur habitude, hein. Le pingouin qui fait une bar mitzvah pour son neveu, Bane qui est simplet et qui parle avec une voix horrible, Kite Man qui drague Ivy, et j'en passe. Hein. Ils vont tous en prendre plein la tronche, et Harley se laisse pas faire, elle lutte à merveille de la batte, et on voit les os sortir des genoux et du sang gicler dans tous les sens. En fait, en faisant tout ça, d'une, c'est hyper risqué, hein, parce que ça pourrait déplaire aux fans du personnage, mais ça marche tellement bien. Deux, c'est ultra féministe, dans le bon sens du terme, c'est une anti-héros qui s'émancipe et qui dit qu'elle a pas besoin du Joker, le plus emblématique méchant de Batman. Bah ouais, elle en a plus besoin, et c'est très bien comme ça. Enfin voilà, c'est des bars, comme disent les Jones de nos jours. Les épisodes 4 et 5 sont encore dispo sur Canal Play. Alors je vois plus les 1, 2, 3, mais en cherchant bien, vous les trouverez, je vous fais confiance. Il y a 2 saisons aux US. Chez nous, c'est pour le moment 5 épisodes et c'est en cours de diffusion. Franchement, allez vite découvrir ça. Je vous jure que c'est top. On s'ennuie pas, on rit, il y a de l'action. Foncez, je vous dis. On arrive à la fin de cet épisode. Si vous n'avez pas encore écouté le spécial Halloween, je vous invite à basculer dessus. Il est sorti le même jour que celui-ci. Vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify, Deezer, Stitcher, Podcast Addict, Apple Podcast. Comme toujours, je me répète encore, mais 5 étoiles, c'est top pour le référencement sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas les amis. Le podcast est aussi dispo sur YouTube. Je suis sur Instagram à supplément.geek où je partage les derniers comics et mangas en photo. C'est aussi là où je suis le plus actif. Sinon sur Twitter à geek supplément tout attaché. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, mes petits geeks et mes petites geekettes, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages. Bisous bisous. Hasta la vista, baby.